petit mot introductif pour vous souhaiter tous mes voeux de santé principalement, prioritairement, et puis évidemment la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Donc voilà, on démarre par les vœux. Le monde du judo vit des moments difficiles, mais c'est le moment d'être solidaire et de s'accrocher pour l'avenir. J'en profite également pour remercier la continuité de cette action Yves sur 2021, donc de ces mondos réguliers. Et puis, je salue évidemment de l'intervenant Guy Smaili. Merci beaucoup pour votre présence. Ça va être très intéressant. Et puis, c'est l'occasion, je vois à l'écran Mohamed Zohar, qui est voilà, le vice-président en charge de la culture. Alors, je crois que c'est plus tout à fait le terme maintenant, mais peut-être va-t-il dire un petit mot, et ça nous fait plaisir, en tout cas, de voir des élus du national nous rejoindre sur ces temps d'échange. Voilà, donc bonne année à tous, et je laisse la main à Yves pour la suite. Merci Franck. Oui, Mohamed, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Alors attends, on ne t'entend pas. Je vais essayer de réactiver ton micro. Ouais, Ah, c'est ouais, bon. Ouais. je suis comme tout le monde, je suis pas habitué à la visio, donc j'apprends. Et puis, bah, écoutez, moi, je suis heureux d'être avec vous. Donc, je voulais féliciter Guy pour son 8e dan. Et pour répondre à Franck, ben, on se connaît parce que je l'ai vu sur le tapis, donc il ne se rappelle pas de moi, mais je me rappelle quand il était à l'INSEP, ben, j'ai dû faire quelques randonnées avec lui. Donc, mais comme j'ai perdu mes cheveux et tout, il ne doit pas du tout me reconnaître. Donc voilà. Non, je suis heureux parce que bon, bah, pour la majorité, ben, on se connaît tous, hein, c'est le monde du judo. Je suis très, très content d'être avec vous. Oui, je suis élu, donc j'étais tranquille jusqu'au mois de septembre et c'est vrai que maintenant je suis, je suis au devant de la scène. Comme a dit Franck, j'occupe, donc en tant qu'élu, je suis responsable de la commission culture qui englobe en même temps la commission des grades, la commission culture judo, donc il y a dedans le CDI, patrimoine, mémoire, il y a distinction, le colloque, et bon, voilà, donc il y a pas mal de choses et il y a pas mal de choses à faire. Et sincèrement, je suis fier voilà, de faire partie de la famille du judo et je suis fier de cette reconnaissance et j'espère être à la hauteur. Et je suis là pour vous servir, donc servir tout le monde. Donc la base, servir les comités et les ligues, et voilà, et je serai à votre disposition et à votre écoute. Voilà, bonne soirée, et puis encore une fois, bonne année et bonne santé à tous et à toutes. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, je vais faire une courte présentation et puis après, Guy, ce sera à toi. Donc, je vous présente tout d'abord à tous mes meilleurs voeux pour 2021, en espérant que nous pourrons retrouver au plus vite le chemin du dojo, pour une pratique libre et aussi libre et insouciante que possible. Alors, à ce propos, et alors que demeure l'incertitude quant à la reprise des activités au 20 janvier, il nous faut envisager, même si nous attendrons bien évidemment les annonces gouvernementales, les modalités de poursuite de nos rendez-vous mondiaux. Pour nous organiser au mieux, nous avons relancé le sondage via le site de la Ligue et pour définir quels sont les jours et les horaires qui correspondent au plus grand nombre. Ce sondage, auquel nous vous avons invité à participer depuis le 5e Mondo, a produit jusqu'à cette semaine le résultat suivant. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, le résultat qui a été jusque-là, c'est le vendredi de 18h à 19h. Alors, si évidemment nous souhaiterions bien sûr une participation plus large à ce sondage, nous sommes aussi bien conscients, et espérant que vous l'êtes aussi, qu'il n'y a pas de solution idéale et que ce qui convient aux uns ne convient pas forcément aux autres. Bref, nous ferons au mieux, restant cependant convaincus que faire reste préférable à l'inaction ou déclaration d'intention, malgré les contraintes et imperfections, malgré les critiques et mécontentements, mais je veux prendre cela comme des marques d'intérêt pour le travail proposé. Qui plus est, comme vous le savez, vous pouvez retrouver la partie thématique de ces mondos sur le site de la Ligue, généralement dès le milieu de la semaine qui les suit. Après cette mise au point, un peu longue mais nécessaire, passons au mondo. Un mondo que je souhaite dédier à un judoka exemplaire, 6e dan, qui nous a quittés pendant ces fêtes, Raymond Jiménez. Alors, je vais juste essayer de quitter. Voilà. Notre premier mondo de l'année est, c'est un concours de circonstances placé sous le signe du 8.
En effet, nous avons pour ce 8e Mondo qui se déroule un 8 janvier le plaisir de nous interroger sur le sens et la représentation de ce grade exceptionnel qui est le 8e Dan, au travers de l'expérience de la vie d'un des promus de cette année, Guy Ismaili. Figure du judo de la région Auvergne, aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement de Clermont-Ferrand, Guy, à mon point de vue, présente les 3 particularités suivantes qui font que, avant même que je n'apprenne sa nomination à ce grade, je souhaitais lui demander sa participation à nos mondos. Premièrement, ce qui frappe quand on rencontre Guy, c'est d'abord une attitude, une posture. Quand on ne le connaît pas, c'est comme si soudain on se trouvait devant l'incarnation même des valeurs dont on aime à parler comme des idéaux, et qui d'un coup se dresserait devant nous, fait homme. La deuxième spécificité, et c'est directement lié à la première, j'en suis persuadé, c'est qu'à l'évocation de son nom, je n'ai jamais entendu personne le critiquer, ni même émettre la moindre réserve sur le judoka, sur l'homme. Pour la troisième, j'ai envie de faire référence à une chanson de Goldman que vous connaissez tous, je pense. C'était un professeur, un simple professeur. Ce que je veux dire par là, et ça fait toute la beauté de cette nomination, c'est que Guy atteint ce grade non pas pour avoir eu un palmarès sportif exceptionnel, mais pour avoir été, de façon indéfectible, élève puis professeur, activité au travers de laquelle on peut dire que, pour nombre de jeunes et de moins jeunes, il changeait la vie. Guy, on vous écoute. Alors, eh bien, je suis très impressionné et je me sens tout petit par rapport aux propos qui viennent d'être évoqués. Oui, c'est vrai, c'est une longue carrière qui m'a amené jusqu'à ce grade de 8e Dan, pour lequel je ne m'attendais pas. C'est une vie de judo, mais c'est aussi un bilan à l'heure actuelle. Voilà. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voudrais saluer tout le monde, souhaiter ardemment une belle nouvelle année 2021. Je voudrais aussi, dans un premier temps, remercier Yves Cadeau pour sa gentillesse et le grand honneur qu'il me fait en m'invitant à ce mondo. Voilà. Alors, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice en visio. J'ose espérer être à la hauteur de vos attentes. En tout cas, si vous êtes tolérant et bienveillant, vous verrez que je baisse souvent les yeux, mais ce n'est pas par timidité, mais c'est que j'ai écrit pas mal de choses et comme j'ai une mémoire de poisson rouge par moment, je ne voudrais pas en oublier l'essentiel. Voilà. Donc, si vous êtes bienveillant, j'aurai le plaisir de vous faire partager un peu de l'histoire qui a tracé mon chemin de vie de judoka. Je dis un peu car j'ai signé cette saison ma 62e licence, ce qui somme toute représente à ce jour une assez longue histoire. Donc, lorsque j'ai présenté mon 6e Dan, c'était 30 ans de judo en 30 minutes. La contribution pour le 8e Dan, c'était une petite heure sur toute une carrière de judoka. Alors, je vais essayer de faire le maximum pour vous intéresser. Et j'espère que je serai intéressant. Voilà. Alors, tout a commencé le jour où mon père, sur les conseils d'un ami et collègue de travail, qui était le président de la section judo de l'association sportive de la Banque de France à Chamalières, là où on imprime les billets de banque, m'a amené au judo, au club de judo. À cette époque, j'ignorais l'existence du judo et je ne savais même pas en quoi ce sport consistait. Cette découverte du judo m'est tombée dessus à l'aube de mes 13 ans. Et cette première visite au dojo a été surprenante. Des hommes en pyjama blanc, pour moi, avec des ceintures de couleur, qui ne parlaient pas, mais qui hurlaient par intermittence, le bruit des chutes, le salut et les bagarres ordonnées qui s'enchaînaient, et moi bien timide et réservé à observer dans un petit coin tout cela assis sur une chaise. Je n'avais jamais été confronté à une telle ambiance. Le judo à cette époque était plus particulièrement réservé aux adultes. Pourtant, ce premier contact fut pour moi une révélation. J'étais séduit, mon choix était fait. C'était désormais le judo que je désirais pratiquer. Première licence donc en 1959. Et le premier cours auquel j'ai participé restera un souvenir impérissable. Comme quoi c'est important quelquefois. Ce jour-là, le tapis était rempli de monde et moi un peu perdu au milieu de tous ces grands. Un expert, encore un moins connu pour moi, arrivé de Saint-Étienne. Il venait donner la leçon. J'appris peu après qu'il venait régulièrement afin de porter la bonne parole et montrer le bon geste. Il s'agissait de Raymond Moreau, professeur de judo à Saint-Étienne et qui rentrait du Japon après un séjour de 2 longues années avec le grade de 4e Dan, acquis au Japon bien sûr. Sur le tatami, Raymond Moreau, en véritable magicien du judo, s'amusait avec des partenaires de 10 à 20 kilos de plus que lui, alors que lui faisait 70 kilos. Un phénomène, un artiste, un maître des balayages et des techniques en cercle, pratiquement une encyclopédie du judo et qui faisait parler son corps tout entier.
Ce jour-là, lorsqu'il s'approcha de moi pour me conseiller et surtout m'aider, je fus subjugué par sa personnalité et sa modestie. Autant vous dire que j'étais fier qu'il soit venu me prodiguer quelques encouragements devant tout le monde, moi qui ne savais rien faire, qui ne savais pas encore ce que c'était que le judo. Je venais plus que jamais d'adhérer à cette discipline. Le judo était pour moi un concentré de ce que j'aime dans la vie. J'ai toujours été séduit et attiré par des modèles à qui j'ai voulu ressembler. La plupart m'ont inspiré et accompagné sur la perspective de mon chemin de vie. Je dois avouer que tout ça a commencé avec mon père, pour lequel j'avais une grande admiration. Habile de ses mains avec compétences dans tous les domaines, éducateur dans l'âme, sportif, patient et rigoureux, il a su me transmettre des valeurs qui m'ont accompagné sur la base de mon existence, qui ont forgé la base de mon existence, plus exactement. De ce fait, j'ai toujours eu le souci de l'ordre des choses et de ce qui est bien, n'hésitant pas à recommencer parfois, plus que nécessaire, tout ce que j'entreprenais. Avec le recul, un constat me permet l'analyse d'une chronologie d'événements et de circonstances qui se sont enchaînés, mais d'une façon excessivement positive. Avec le judo, j'ai découvert une source de santé morale et physique. La magie du judogi, celle qui vous transporte dès que vous l'avez sur les épaules dans un monde qui vous fait découvrir la rigueur, le respect, le courage, le surpassement de soi, qui vous apprend à vous relever après la chute, qui vous fait connaître la joie des victoires et des remises en question, et vous fait apprécier le partage, la générosité et l'amitié. Le judo est devenu pour moi une sorte d'idéal, d'équilibre, somme toute une philosophie de vie. Il va sans dire que rien de tout cela n'aurait pu se réaliser sans l'opportunité et la chance de rencontres exceptionnelles qui m'ont porté précisément là où je me trouve en ce moment même. Ça, c'est une grande chance. Sur le chemin de ma vie, j'ai surtout eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, celles qui m'ont formé. J'ai croisé aussi des femmes et des hommes remarquables qui m'ont fait confiance et qui ont voulu partager leurs compétences et surtout, et ça c'est important, leur amitié. Si Raymond Moreau m'avait donné envie de faire du judo, si Paul Brunet, mon professeur, qui était un des meilleurs élèves de Raymond Moreau et de Georges Baudot, un Stéphanois qui avait été en mission sur Clermont-Ferrand et qui a pris la direction technique du club où j'ai commencé le judo. Alors Paul Brunet, mon professeur, m'avait éduqué, Georges Baudot et Bernard Bidan, que j'ai connus un petit peu plus tard, par leur exceptionnelle personnalité, leur talent de technicien et de pédagogue m'influencèrent fortement pour devenir professeur. En 1968, j'obtenais mon diplôme d'état de professeur de judo et sortant major de promotion, là j'ai dit tiens, il y a quelque chose qui va devenir bien pour moi si j'arrive à m'imbiber de ce judo complètement et de trouver un club. Et à partir de 69 jusqu'en 2015, j'ai assuré la direction technique du Stade Clermontois. À cette époque, en 69, j'étais revenu de l'armée. J'avais eu un titre national en corporatif. Et puis, à Clermont-Ferrand, pour progresser, c'était un petit peu difficile. Et il fallait aller sur Paris, dans des structures où, là, je pouvais faire des progrès et peut-être courir après quelque chose. Mais un titre national et peut-être rien au bout, alors que j'avais été contacté par un club qui n'avait plus de professeur depuis 2 ans. C'était l'école clermontoise de judo, qui était une section autonome du Stade Clermontois et qui était dirigée, dont le président était Jean-Louis Lapère. Jean-Louis Lapère, c'était le frère des menuiseries Lapère. Lapère, il n'y en a pas deux, hein, voilà. Et grâce à lui, j'ai pris la décision de m'assurer de la responsabilité de son club et je crois que j'ai fait le bon choix à cette époque-là. Voilà, alors en 1974, on avance un peu plus vite, grâce à Raymond Moreau, je fais la connaissance d'Hiroshi Minatoya. Et cette rencontre va bouleverser ma vie de judoka, me faisant découvrir au travers de quelques randonnées que j'étais bien loin d'avoir compris quelque chose au judo. 2 années plus tard, à l'université de Kanazawa, sur la côte ouest du Japon, ce prestigieux champion me recevait dans son pays et allait contribuer à me faire connaître le judo japonais. Il faut savoir qu'un petit peu avant d'organiser ce voyage, lorsque je l'avais rencontré lors d'un entraînement à Saint-Étienne, invité par Raymond Moreau, me disant qu'il fêtait le 25e anniversaire du Judo Cup de la Loire et qu'il y a un petit japonais qui était pas mal et qui nous invitait à venir à Saint-Étienne pour nous entraîner. Donc,
il n'y avait pas l'autoroute à l'époque, et puis je n'avais qu'une 2 chevaux, donc je remplis ma 2 chevaux, on était 4 dedans, quoi. Et nous voilà partis à Saint-Étienne, et j'ai tout de suite été attiré par ce Japonais qui ne payait pas de mine, les cheveux courts, 1,73 m, moins de 70 kilos. Et quand j'ai fait randonnée avec lui, c'était le 14 juillet, mais pas pour moi. J'ai compris que je n'avais rien compris au judo. Voilà. Donc j'ai été l'invité 2 ou 3 fois en randonnée. Et puis j'ai dit, mais c'est surnaturel ce qu'il fait, c'est incroyable. Donc rentrer à Clermont-Ferrand, impossible de sortir de ma bagnole, tellement j'étais courbattu et cassé. Et puis dans la semaine, Monsieur Moreau me téléphone pour me demander si je pouvais me rendre disponible pour l'emmener en tournée dans le sud de la France. Minatoya était jeune marié, il était avec son épouse. Raymond Moreau était blessé, il s'était rompu le biceps, le tendon du long biceps, et il m'avait demandé si j'étais disponible. Et moi, j'ai répondu tout de suite, oui, pas de problème. Seulement, je n'avais pas pensé que j'avais qu'une 2 chevaux. Je n'avais pas pensé que j'avais des cours de judo à assurer. Il y avait énormément de monde au club. Alors, je vais voir mon président de club et puis je lui raconte l'histoire. Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Je te prête ma voiture, une belle voiture Citroën. Et je lui dis, ouais, mais pour les cours, eh ben, il n'y a pas de problème non plus, on va s'arranger. Et je suis parti en tournée, donc prendre à Saint-Étienne Raymond Moreau, Minatoya Sensei et son épouse, et on est parti en tournée donc, dans le sud de la France. On a fait d'abord une première halte à Marseille, où Hirano était là. Hirano était le coaï de Minatoya. Et puis ensuite, on est parti sur Cannes chez mon copain Daniel Pinatel. Après, on a été à Nice. On a été aussi faire la connaissance du prince de Monaco. C'était une sacrée aventure. Et puis, moi, j'ai eu le coup de foudre pour ce gars-là, comme on peut l'avoir pour une fille. Et puis, je ne sais pas, il y a des atomes crochus qui se sont développés. Et puis, on est restés très copains. Et lui est reparti au Japon. Et pendant tout ce temps, on a continué de communiquer autant que faire se peut. Et il m'a invité à partir au Japon, à le rejoindre à l'université de Kanazawa. Donc, ce voyage a été organisé sur 2 saisons parce que je ne pouvais pas laisser le club. Et puis, il a fallu s'occuper de former des diplômés d'État pour continuer l'éducation des judokas au club, ce qui a pu être fait. Donc, entre 1974 et 1976, j'ai 5 gamins qui ont passé leur professorat d'État, leur diplôme d'État, et dont un a été major. Et il y en a un qui m'a suivi, c'est mon ami Jacques Bell, qui est professeur à Chamalières, que vous devez certainement connaître, qui est 7e dan maintenant. Et nous voilà partis au Japon, voilà, pour l'université de Kanazawa. Alors, dans l'expédition, Daniel Martin, qui est professeur à Nevers, que j'ai emmené en galère avec moi, parce qu'on se connaissait, on a fait le même parcours. Il est devenu professeur à Nevers en 1969, tout comme moi quand j'ai pris la direction technique du club à Clermont-Ferrand. On suivait tous les stages de Georges Baudot et de Raymond Moreau, et je lui ai demandé s'il voulait venir avec moi au Japon. Et puis, un élève à Michel Lesturgeon également, Michel Lesturgeon, c'était un des premiers sélectionnés olympiques en 64 à Tokyo, et qui est installé à Vichy. Et un de ses élèves, Christian Baconnet, qui malheureusement est décédé il y a 2 ou 3 ans, faisait partie de l'équipe. Donc, nous étions 4 judokas de la région Auvergne à partir au Japon. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas passer par l'URSS parce qu'il y avait la guerre froide. Passer par Anchorage, c'était un billet d'avion qui nous coûtait la peau des fesses. Donc, on est passé par la voie du Sud. On a mis 4 jours pour aller à Tokyo. Voilà. Et puis, à Tokyo, on était accueillis par M. Yoshizawa, qui était un ami, un correspondant de M. Moreau. On a pris la température pendant une semaine au Kodokan, où on s'est inscrit. Et puis après, on a pris le train, on a traversé tout le Japon pour aller à Kanazawa. Voilà. Alors, bien sûr, c'était une grande aventure. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, par la force des choses, à l'université de Kanazawa, sur la côte ouest, ce prestigieux champion nous recevait dans son pays et allait contribuer à me faire connaître le judo japonais. Alors, par la force des choses, j'ai appris tout d'abord à me connaître. Hein, c'est la première chose qu'on apprend. Ce qui, par la suite, me permet de mieux connaître les autres et bien sûr de rendre plus efficace mon judo.
très loin d'être le club Méditerranée, je côtoyais et expérimentais journellement la souffrance. C'était le même principe qu'à Tenerife là-bas. Alors, le surpassement moral et physique, ils étaient un peu sauvages quand même, hein, mais le grand plaisir de me savoir capable d'absorber aussi et de résister à tout cela. Ouais. J'ai appris particulièrement à gagner contre moi-même et à savourer à mon niveau les plus belles victoires. Alors, ce séjour au Japon mériterait bien un autre chapitre, tant il fut riche de rencontres et d'anecdotes et de fortes amitiés. En effet, côtoyer et vivre grâce à Minatoya Sensei avec des grandes pointures. Quand je vais vous dire les noms, vous allez baver, hein. Sonoda, Tsuzawa, Sato, Fuji, Endo. Partager des moments extraordinaires avec ces grands seigneurs de l'époque était inespéré pour un petit judoka français d'Auvergne. Alors, quelle chance d'avoir pu vivre ces sublimes instants, bien sûr, hein. Voilà. Donc, ces relations m'ont permis de me construire et de développer une capacité à transmettre ce que je sais. Grâce à cela, j'ai pu affirmer ma personnalité, donner un sens à ma vie, avoir une meilleure connaissance pour mieux comprendre et apprendre les autres. Découvrir surtout que sans travail et la patience, le courage, la ténacité, la pugnacité, la volonté aussi, le surpassement de soi, ce doivent être tout ça des ingrédients du menu de chaque jour pour être bien dans ses baskets, quoi. Alors, j'ai pu découvrir aussi par ailleurs que le respect était une force et qu'il permettait de trouver des solutions à de nombreux problèmes. J'en conclus finalement que le plus important dans la vie, c'est de donner du bonheur, d'essayer d'être utile pour les autres et de vivre suivant ses propres valeurs. Donc, je ne veux pas conclure tout de suite parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais je peux dire que l'exemple m'a séduit, le bon exemple m'a inspiré et la valeur de l'exemple m'a enrichi. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Voilà, il y a plus de 50 ans qui se sont écoulés depuis ma prise de fonction au Stade Clermontois. J'ai croisé des milliers d'élèves qui ont bénéficié de mon enseignement à l'école clermontoise de judo, une section autonome du Stade Clermontois. Une vingtaine d'entre eux ont obtenu le brevet d'État. 5 ont obtenu le grade de 5e dan. 120 ont obtenu le grade de ceinture noire. Je regarde parce que je ne me rappelle plus des chiffres. 3 le grade de 6e dan et 1 le grade de 7e dan. La compétition a apporté aussi son lot de satisfaction, notamment avec Véronique Vigneron, championne d'Europe, 2 médailles de bronze en 82 et 83 et une médaille d'argent en 1984. Ainsi qu'une médaille de bronze au championnat du monde en 1984 à Vienne en moins de 72 kilos. Il faut dire aussi qu'au club, je me suis aussi intéressé à l'éducation des gens qui étaient un peu handicapés, handicapés moteurs et handicapés visuels, et je les ai intégrés dans mes cours avec les valides, et je crois que ça a été un partage qui avait la dimension de ce qu'on peut dire du judo. Le judo, c'est de donner, et je pense que d'avoir eu ces gens-là dans des cours avec des valides a été très riche de partage. Alors, je voudrais citer en particulier Céline Manzuoli, qui est arrivée au club. Elle est handicapée visuelle, elle l'est toujours, la pauvre, et elle a fait 3e au championnat d'Europe. Elle était vice-championne du monde en 2007 et médaille de bronze en 2010. Et elle a participé aux Jeux paralympiques, où elle a fait 7e à Pékin. Et en 2008, à Londres, elle fait 7e en 2012, et en 2012 à Londres, en plus de 70 kilos. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner avec l'équipe de France Handisport sur ses préparations à Tenri, au Japon. Et ça a été des moments de partage formidables parce qu'il fallait s'occuper de ces personnes, non seulement sur le tapis, mais en dehors du tapis. Et ça, c'est une belle preuve que le judo peut développer dans ses valeurs. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire qu'en parallèle, je n'ai jamais personnellement délaissé toutes les différentes facettes du judo. Je me suis toujours intéressé au shiai, puisque j'ai fait de la compétition, mais à un moment donné de ma vie, quand j'avais le choix de partir à Paris ou de rester et de prendre la direction technique du Stade Clermontois, mes ambitions de compétiteur, elles étaient limitées. J'étais champion de ma rue, je ne sais pas combien de fois, mais sur le plan national, il ne fallait pas y compter. Surtout que dans ma catégorie, à l'époque, il y avait Jean-Paul Coche, il y avait Patrick Clément, il y avait Jacques Norris, il y avait Guy Offray. Donc, le Guy Smiley au milieu de tout ça, il avait le prénom de Guy Offray, mais il ne lui arrivait pas au ras des baskets. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu.
je n'ai jamais délaissé aussi mes grades de judo. J'ai toujours considéré que cette remise en question, elle était importante, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes élèves. Il fallait que je puisse leur apporter quelque chose de nouveau, et cette remise en question me permettait justement de travailler pour apprendre et être efficace un petit peu plus. Voilà. Alors, je n'ai donc pas délaissé les grades, bien évidemment. Vis-à-vis des élèves, ils font toujours partie de la valeur d'exemple. Et la valeur d'exemple en judo, c'est une force, c'est important. Ils sont une remise en question qui est personnelle. C'est un moment de vérité, comme en Shiai, où le rien n'est jamais acquis, prend toute sa dimension. Vouloir savoir être performant pour les autres, voilà ce que j'ai appris de mes aînés. Dire que je dois tout au judo n'est pas exagéré. Même si j'ai mis un terme à ma carrière de professeur, puisque j'ai cessé mon activité professionnelle en 2015 déjà, pour des raisons de santé aussi, parce que les genoux, ils boulaient plus de moi et je ne pouvais plus rien faire, j'étais blessé. Donc, j'ai arrêté mon activité en 2015. Ce qui a été difficile, c'est de trouver un repreneur par rapport à ceux qui m'avaient mis en place. Je devais faire perdurer ce grand club historique de Clermont-Ferrand, l'école clermontoise de judo, le Stade Clermontois. Et j'ai mis 3 ans pour trouver quelqu'un, et celui qui a pris la suite, c'est Sylvain Roch, un garçon que j'avais eu à l'école des cadres et qui avait fait le pôle France d'Orléans et qui a pris la suite. Voilà. Donc, ma participation aussi au jury d'examen, les championnats de kata, les stages, les interventions dans les clubs, tout cela reste dans la continuité de mon devoir de judoka. Et c'est certainement aussi le sens que je continue à donner à ma vie. Voilà. Donc, si j'ai arrêté mon activité en tant que professeur au club, bon, je passe toujours au club de temps en temps pour être présent. Et puis, je pense que le judo-gi, c'est un bon médicament. Dès qu'on l'a sur le dos, on n'a mal nulle part. Et quand je ne l'ai plus, j'ai mal partout. Voilà. Alors, en tout cas, la réalisation dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu faire de ma passion pour le judo ma profession, d'avoir enseigné toute ma vie. D'avoir participé et contribué à l'éducation de tous les jeunes enfants que l'on m'a confiés. Et le plus beau souvenir restant toutefois le podium de Véronique Vigneron, qui a été mon épouse, au championnat du monde à Vienne en 1984. Elle a réalisé une demi-finale contre Bergmans, qui aurait pu tourner en sa faveur si le combat avait duré 30 secondes de moins. Véronique était en train de battre Bergmans et en finale, elle aurait pu rencontrer, comment s'appelait-elle déjà? J'ai perdu le nom. Des fois, ma mémoire me... Classen, je crois. Oui, Classen. Et Classen avait rencontré Véronique à l'occasion de la sélection pour les championnats du monde de Vienne en 84. C'était un tournoi qui était sélectif, qui s'était déroulé à Orléans. Et Véronique l'avait battu en moins d'1 minute. Et je pense que Véronique... si elle était passée en demi-finale, elle pouvait être championne du monde en 84. Voilà, donc c'est la compétition, c'est comme ça. Voilà, donc ça a été un grand regret, mais ça n'enlève rien à sa performance et à son parcours qui a été exemplaire sur le plan de la compétition. Et Véronique Vigneron, c'était quelqu'un à une valeur sûre dans l'équipe de France du judo. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On peut te poser des questions si tu veux. Oui, vous pouvez me poser des questions. Hein. Oui. Ouais. J'ai relevé une phrase aussi qui m'a interpellé par rapport aux compétitions. On dit que le victorieux n'a que sa mémoire, tandis que le vaincu reçoit la leçon de sa défaite. Ça, c'est Robert Sabatier dans les années secrètes de la vie d'un homme qui a écrit ça. Et ça m'a bien interpellé. J'ai dit, tiens, on peut en parler au judo, ça. Hein. Le victorieux n'a que sa victoire, tandis que le vaincu reçoit la leçon de sa défaite. C'est à méditer, ça. Voilà. Merci beaucoup, Guy. Alors, bien, n'hésitez pas à prendre la parole. N'oubliez pas donc de lever la main électroniquement. Je ne vous vois pas forcément sur les caméras. Est-ce que donc vous allez sur participants, je crois, hein, et puis oui, à lever la main. Et à ce moment-là, je peux vous passer la parole. La personne pour l'instant. Ah, il y a Michel Brousse. Je t'en prie, Michel. Oui, bonjour à tout le monde. Bonsoir, Michel.
Oui, bonjour à tout le monde. Merci Guy. J'en profite aussi pour saluer Mohamed qui est là et sa présence nous fait plaisir à tous, ainsi qu'à Franck. Donc j'ajoute aux vœux qui ont été présentés les miens et tous ceux de la ville d'Aquitaine, parce qu'effectivement l'association qu'on a avec la Ligue d'Occitanie va se poursuivre et nous sommes très heureux de pouvoir avoir autant de monde qui assiste régulièrement à tous ces mondos. Donc, merci Guy pour ce témoignage. C'est un témoignage d'une époque qui traduit un engagement, qui traduit une passion. Enfin, c'est quelque chose qui effectivement a fait que le judo est aujourd'hui ce qu'il est devenu. C'est grâce à des gens passionnés comme toi, des gens qui n'ont pas hésité à dédier toute leur vie à cette pratique. Hein, on en connaît. J'ai envie de dire que tu fais partie de ces rares professeurs que beaucoup ont envie d'avoir. On est peu à avoir eu la chance de rencontrer des gens aussi passionnés, aussi dédiés à l'activité. Et quand tu parles de ce premier cours, de ce souvenir impérissable, tu traduis effectivement une ambiance, tu traduis une culture, tu traduis une part de rêve qui a été associée à la pratique, mais qui malheureusement aujourd'hui a été complètement réorganisée en quelque sorte. Et c'est un peu la question que je voulais te poser. Comment fais-tu, comment essaies-tu de faire pour transmettre cet idéal, cette philosophie, cette passion aux jeunes que tu as eus, parce que tu as cité beaucoup de ceintures noires que tu as formées, beaucoup de hauts gradés. Comment réussis-tu à transmettre cet idéal et cette part de rêve, cet imaginaire qui, d'une certaine manière, assure la continuité de notre discipline? Ben, c'est une belle question. C'est une belle question. Ben, j'ai toujours cherché à montrer l'exemple, mais le bon exemple. Parce que ce qui m'a formé, ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est l'exemple ce sont les exemples que j'ai eus avec Raymond Moreau, Georges Baudot, Jacques Lebert, tous ces Japonais pour lesquels j'avais beaucoup d'admiration. Euh, euh, le judo japonais m'a beaucoup plu parce qu'il n'y avait pas de dispersion d'énergie dans ce qu'ils faisaient. C'est toujours le cas d'ailleurs. Hein. Mais ces premiers Japonais que j'ai rencontrés, on pouvait prendre des photos à n'importe quel moment de leur action. La photo était toujours sublime. Il n'y avait pas de dispersion d'énergie, le geste était beau et juste. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé dans le judo, le geste beau et juste. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire aussi que sans les autres, sans les modèles, la passion, le partage et l'amitié, on ne peut pas s'affirmer. Alors, comment donner un sens à sa vie quand on n'est pas imprégné de tout ça? Alors, bon, moi, j'ai adhéré à tous ces contacts. J'ai eu les bons exemples. J'ai eu la chance vraiment tout le temps de rencontrer des gens qui m'ont passionné, qui étaient passionnants. Et bon, j'ai toujours cherché à faire le mieux possible, à les copier au maximum. Quand on voyait Moreau faire du judo, mais c'est un magicien. Il balayait des gars de 100 kilos sans avoir l'air de forcer. Pourtant, il y avait du travail derrière tout ça. Et puis après, lorsque j'ai rencontré Minatoya, j'ai compris que j'avais rien compris au judo. Et là, j'ai été attiré comme un aimant vers lui parce que je voulais savoir, je voulais connaître. Et puis, voilà. Donc, je me suis jamais bien pris au sérieux dans tout ce que j'ai fait, mais j'ai toujours été passionné. Et puis, chaque cours de judo, je me souvenais d'une réflexion de Georges Baudot qui me disait, moi, je fais jamais le même cours de judo. Ben, je me posais la question, il fait jamais le même cours de judo, mais il fallait être différent à chaque fois pour être intéressant et intéressé. Et ça m'a vraiment passionné. Et j'ai toujours cherché à être le meilleur. Chaque fois qu'il y avait un Japonais quelque part, je prenais la voiture, même si c'était au fin fond de la France ou au nord ou au sud, à l'ouest, je me déplaçais parce que j'avais cette passion et puis j'avais une addiction aussi pour les belles choses parce que j'avais eu le modèle d'entrée de jeu. Pour la petite histoire, lorsque j'étais môme à 9 ans, j'ai un oncle c'était mon idole. Mon oncle, c'est le frère de mon père, qui avait participé à Utah Beach avec la 2e DB au débarquement en France. Et c'est un guerrier.
Et puis, bon, il était dans les conflits toute sa vie. Il était basé en Tunisie. Et puis, bon, j'étais l'aîné de tous les enfants de la famille. Et il m'avait invité à passer ses vacances chez lui. Il était basé en Tunisie. Et je suis allé en vacances chez lui, j'avais 9 ans. Et lui, il avait un beau-frère qui était semi-professionnel de boxe. C'est un Italien qui était installé donc avec sa famille italienne. Il y avait beaucoup d'Italiens en Tunisie. Et il m'emmenait voir l'entraînement de boxe. Et moi, j'étais subjugué par ça, parce qu'on n'avait pas la télévision à l'époque, on n'avait pas grand-chose. Alors un homme qui voyait ça, qui était subjugué, il fallait pas autre chose pour qu'il y ait un désir de continuer. Quand je suis rentré en France après les grandes vacances, et je disais à mon père, je veux faire de la boxe, mais mon père il m'a dit, tu ne feras jamais de boxe, c'est un sport de fou. Et il avait un collègue à la Banque de France, à Chamalières, qui était président de la section judo de la banque, et il a sollicité mon père pour lui dire, amène-le au judo, tu verras, ça lui fera du bien. Voilà. Et puis j'ai commencé le judo à l'âge de 13 ans. Et lorsque j'ai commencé le judo, il y avait un magicien sur le tapis, c'était Raymond Moreau. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il y aurait eu un bourrin sur le tapis, j'aurais peut-être fait de la pétanque, mais là, c'est le judo qui m'a attiré comme un aimant. Et j'ai toujours. Alors, je m'entraînais dans tous les clubs à Clermont-Ferrand, il y avait 4 ou 5 clubs, et je faisais du judo tous les jours. Et au grand désespoir de mes parents, parce que je n'avais que ça en tête. Et mais enfin, bon, c'était une belle aventure. Voilà. Est-ce que j'ai encore à répondre à ta question? Non, non, merci. Patrick, alors juste avant, Patrick, j'ai vu que certains ont levé un pouce, mais les pouces, ça disparaît vite. Alors, je ne sais pas si c'était juste pour montrer que vous étiez content ou si vous vouliez vraiment prendre la parole. Par exemple, j'ai vu que Marianne et Mohamed, vous aviez levé. Marianne, tu voudras prendre la parole, c'est ça? Et Mohamed aussi? Pas Mohamed. Non, moi j'ai juste félicité le parcours de notre ami Guy. Voilà. D'accord, ok. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Patrick? Oui, alors d'abord, je suis très heureux d'écouter Guy qui raconte tellement bien son expérience et son parcours dans le judo. On pourrait presque capter les sensations quand tu le racontes. C'est tellement vrai. Je te remercie. Donc, félicitations pour tout ça et aussi pour cette capacité à nous faire partager ton expérience et tes connaissances. À travers ce que tu as raconté, moi, je me suis revu découvrir des gens et des endroits une dizaine ou une quinzaine d'années après toi. Raymond Moreau, bien sûr. Ah oui. Le stage de Sainte-Sigolène. Eh oui. Ryosaku Hirano, Oui. que j'ai eu la chance de découvrir quand j'étais minime. Et également Minatoya, que tu avais fait venir à la Selle Saint-Cloud, dans le sud de la France, près de Nice. À la Colle-sur-Loup. À la Colle-sur-Loup, voilà. Et donc, en fait, pourquoi ça résonne tellement? C'est parce que j'ai toujours gardé le souvenir d'une saveur particulière de la pratique dans ces stages. Et en ce moment, on réfléchit beaucoup à la transmission, on s'interroge beaucoup sur ce que doit être un prof de judo, sur ce qu'il doit transmettre, hein, sur ce qui faisait peut-être la différence en termes de pratique du judo à ces époques-là par rapport à aujourd'hui. Et je pense que tu vois bien ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux en dire. venir. Oui, je peux en parler aussi. Et alors, ma question, c'est une vacherie, hein, ma question. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite synthèse en fait des critères, tu vois? Quels étaient les éléments qui faisaient que cette pratique avait cette saveur particulière dans ces Ça va stages? être très... Pas qu'avec Minatoya et Hirano, mais aussi avec Moreau, avec différents professeurs. Tu as parlé de Jacques Lebert aussi. Mais oui. Bon, ben, on peut parler de valeur d'exemple. Et puis, moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à m'intéresser à tout le monde. Dans mes cours de judo, il n'y avait pas de différence. Petits ou grands, valides ou pas valides, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'occuper de tout le monde parce que le judo est un outil sensationnel pour l'éducation du corps, de l'esprit. Et on y découvre
l'harmonie. L'harmonie, c'est quelque chose de très humaniste, le judo. D'ailleurs, Jigoro Kano en a été l'inspirateur et l'exemple. Donc, ce qui faisait le succès de nos stages, c'est qu'on s'intéressait à tout le monde, aux petits comme aux grands, et on avait une générosité qui était très large pour tout le monde et à la disposition de tout le monde. Voilà. Alors, je pense que le judo, maintenant, a pris une autre direction. On n'est que sur une facette. Je vois dans les clubs actuellement, même dans celui qui a pris la suite à l'école du Clermontois, au Stade Clermontois, on est axé sur le championnat. Sur le championnat. Alors, on gomme toutes les autres facettes, alors que les autres facettes sont les plus riches. Moi, je pense que le shiai, c'est une épreuve importante. C'est un passage dans la vie du judoka, c'est un moment de vérité qu'il doit connaître, quel que soit son niveau. Mais il y a cette confrontation avec l'autre pour développer sa vérité, pour trouver sa vérité, que ce soit sur un petit championnat ou sur un championnat du monde ou les Jeux Olympiques. Mais bon, les Jeux Olympiques, c'est encore autre chose, championnat du monde aussi, mais c'est un petit peu la même démarche. Moi, il me semble que l'individu doit apprendre à se connaître à travers des moments difficiles, des moments où il doit se surpasser. Et en tant que professeur de judo, eh bien, on se doit, et c'est notre devoir, de permettre aux gens de découvrir cette vérité. Est-ce que je réponds à ta question, mon ami? Je te remercie infiniment. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Alors là, je vois pas d'autres. Les gens sont timides, hein, là. Mais alors moi, je vais en profiter pour poser une question. Tu as découvert le judo japonais, bon, au travers des Japonais en France, mais surtout, tu as vécu cette expérience donc entre 76 et 78, c'est ça, Oui. à Kanazawa. À Kanazawa, oui. Et tu disais que tu es retourné au moins, par exemple, en 2015, c'est ça, pour la préparation des championnats handisport, avec l'équipe handisport à Tenli. Oui. Est-ce que tu as aperçu des différences entre l'expérience que tu as eue, toi, en tant que Français au Japon dans les années 70, et ce que tu as vu au milieu des années 2010 à Tenli, 40 ans plus tard? Ou est-ce que le judo japonais, c'est toujours le même, la façon de s'entraîner, c'est toujours la même? C'est toujours le même, mais ça dure moins longtemps. Je me souviens à Kanazawa, à l'université, c'était 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et là, c'est 2 heures. Peut-être qu'ailleurs, il y a un complément de musculation qui est présent, mais il y a toujours la même démarche d'aller au bout du geste juste et qui est efficace. Et lorsque j'étais la dernière fois où j'ai accompagné Céline Manzioli là pour cette préparation des Jeux paralympiques, on était à Tenri et là j'ai filmé un petit peu et il y avait un Japonais que j'avais repéré et qui était vraiment extraordinaire et qui s'entraînait comme un fou. Il en faisait beaucoup plus que les autres et là je me suis rendu compte que c'était un petit peu comme avant. C'est celui qui en fait le plus qui va le plus loin. Voilà. Et ce type-là a été très performant ensuite dans les championnats. Voilà, voilà. Oui, il me semble que le judo japonais, c'est quand même la référence. On a des grands champions en Europe, en France, mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la forme de corps, l'efficacité et la beauté du geste juste et qui est performant. Et c'est vraiment des choses qui me marquent. Moi, quand j'ai vu pour la première fois Raymond Moreau s'amuser avec des poids lourds et qu'il les balayait dans tous les coins de tapis, j'ai dit, mais il est magique cet homme-là. Mais il avait beaucoup travaillé avant. Passé 2 ans au Japon dans les années 50, en se privant de bouffer pour faire des films, il fallait avoir de la moelle, comme on dit vulgairement. Et quand il est revenu, Raymond Moreau était un magicien du judo. Un magicien du judo. Il mettait dans le vent tout le monde. Il mettait dans le vent tout le monde. Il a été dans l'ombre un petit peu d'Henri Courtine, mais
c'était quand même un seigneur, c'était un seigneur. Et c'est lui qui a fait venir les premiers Japonais, tous les Japonais qui sont venus, qui sont passés par Saint-Étienne. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être invité, de les côtoyer. Et il n'y a pas un club qui a réussi à faire la même chose. Alors moi, j'avais la chance, en étant directeur technique du Stade Clermontois, d'être en bon terme avec Raymond Moreau. On était très, très amis. Et il me faisait passer tous les Japonais qu'il recevait à Saint-Étienne. Donc à Clermont-Ferrand, il y a eu une multitude aussi de Japonais. Et sur les stages que j'ai organisés sur l'Auvergne, à Sog, au Mont d'Or, il y avait toujours des Japonais, Sasara, Minatoya, Nomura, tous ces gars-là. Et vraiment, pour moi, et ça reste toujours des grandes références. Et puis, quand on a vécu avec des gars comme Minatoya Sensei, qui était en plus un ami de cœur, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Minatoya, je l'ai rencontré sur son lit d'hôpital où il a terminé sa vie 2 mois avant qu'il passe de vie à trépas. Et je ne savais pas qu'un homme comme ça pouvait mourir un jour. Et je l'ai vu dans des conditions, il avait fait un AVC, il ne communiquait plus qu'avec les yeux, il levait à peine la main gauche, et puis il n'y avait que son regard, et je suis resté près de lui, et je ne savais pas qu'il était dans cet état. Ce dernier voyage que j'ai fait au Japon, j'avais prévu de passer une dizaine de jours à Kanazawa, où il habitait, pour qu'on aille faire du tourisme ensemble. Parce que moi, le Japon, j'avais découvert qu'à travers les stages, donc je n'avais pas visité le Japon. Et cette année-là, j'avais décidé de visiter le Japon. Et là, j'ai été voir Minatoya Sensei qui était en fin de vie et il avait fait un AVC et puis son cœur a lâché et il est décédé. Et ça, c'était un être extraordinaire. Il est décédé quelques semaines après avoir été nommé 9e dan. Voilà. C'était un des plus jeunes 6e dan du Japon, lui, à l'époque. C'est un phénomène, c'est un phénomène. Et quand je l'ai rencontré à Saint-Étienne, lors du gala qu'avait réalisé Raymond Moreau et Georges Baudot, j'ai trouvé que c'était un extraterrestre, ce mec-là. Voilà. Donc, moi, je suis très attiré par le judo japonais. Je suis parti en stage aussi avec l'université de Kanazawa chez Sonoda, à l'époque où ils préparaient le jeu de Montréal. Et chez Sonoda, c'était l'enfer. Mais quel judo, c'était extraordinaire. Donc, on est des tout petits à côté. Moi, je me sens tout petit à côté de ces gars-là. Il y avait même des gens à l'université qui étaient tout à fait anonymes, mais qui auraient pu être champions d'Europe, qui auraient pu être médaillés aux championnats du monde. Et à l'époque, il y avait des sacrées pointures. Quand il y avait sur le tapis Tsuzawa, Nomura, qui avait Minatoya, moi, un petit Auvergnat de Clermont-Ferrand, j'étais au paradis. J'étais au paradis. Je me suis trouvé la veille des championnats du Japon dans un ryokan avec Sato, avec Endo, avec tous ces gars-là. Mais c'était Noël pour moi. J'étais à genoux, je me faisais tout petit, et puis j'étais comme devant un sapin de Noël. C'était formidable de voir ces mecs-là. Et j'ai toujours été attiré par ce judo japonais, c'est la forme de corps, la non-dispersion d'énergie pour le maximum d'efficacité. Mais quel travail derrière tout ça, on ne se rend pas compte. Quel travail. C'est formidable. Voilà. Alors, j'ai une question, puisque personne en fait, je pense que tout le monde t'écoute et a envie que tu continues à nous raconter l'histoire. Donc, mais moi, j'en profite pour orienter un peu. Tu parles beaucoup de la forme de corps, du geste juste, de magicien. Et évidemment, ça nous touche tous. Mais j'ai une question. Quelle place tu mets à la technique dans le judo? C'est le plus important, la technique. C'est la technique qui permet de trouver les solutions quand on a des problèmes. Si on est limité sur le plan technique, on ne peut pas aller bien loin parce qu'on n'a qu'une solution qui est tout à fait minime. Donc, il faut être habile. Toute action entraîne une réaction en judo. Et si on n'est pas capable de trouver la solution lorsque cette réaction, soit qui a été provoquée, soit qui arrive comme ça, par hasard, si on n'est pas opportuniste, si on n'est pas conditionné physiquement, moralement, de tout son être pour réagir dans l'instant T, il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on doit avoir un gros bagage technique. C'est pour ça qu'on doit apprendre des tas de choses aux enfants
en les faisant jouer, leur apprenant le judo par le jeu. Il n'y a pas besoin de médecine ball sur un tapis pour les faire jouer. On peut les faire jouer au judo. Et ça, c'est important. Moi, j'ai eu je ne sais pas, mais à Clermont-Ferrand, lorsque les diplômes d'État ont été institués dans les années 65 jusqu'à 70, 72, il y avait un stage national qui avait été mis en place à Clermont-Ferrand. Sous l'autorité de M. Dardenne, qui était responsable de ça à l'époque. Et les intervenants étaient M. Baudot, Georges Baudot, pour le judo, M. Rabillou pour l'éducation physique et Jean-Claude Brandani. Jean-Claude Brandani. Le professorat d'État à l'époque était assez copieux au niveau des connaissances qu'il fallait apprendre. Il n'y avait pas que le judo, hein, il y avait des tas de choses. Il y avait même les kwatsu qu'il fallait savoir faire. Alors, les kwatsu, maintenant, on ne sait plus ce que c'est, alors que c'est important. On peut sauver la vie de quelqu'un avec les kwatsu si on sait bien les pratiquer. On avait cette éducation. Et puis, M. Rabillou, qui est un prof d'éducation physique formidable, lui, il nous a appris le principe des circuits training. Et moi, j'ai mis ça en place dans mon club dès que j'ai commencé à être enseignant. Et j'ai jamais eu de blessés et toujours des gens performants en compétition. Voilà, avec les circuits training, avec des ateliers, des temps de repos, des temps forts, avec des thèmes en fonction de la saison, en fonction de l'objectif. Tout le monde y trouvait son compte. C'était des exercices que je faisais toutes les semaines pendant 1h30, le mercredi, avant de faire 1 heure de judo. Et tout le monde y trouvait son compte parce qu'on pouvait, à travers ces exercices, améliorer la performance de son judo, de son intelligence physique. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Eh oui, alors, ces stages de prépa au diplôme d'État étaient super. C'était un stage national et par chance, ça se déroulait à Clermont-Ferrand. Donc, c'était chez moi. Et là, je les ai tous suivis et puis j'ai été comme un gamin devant un sapin de Noël. J'absorbais tout comme une éponge. Et Georges Baudot, personne ne le connaît, Georges Baudot, maintenant. Personne n'en parle, alors qu'il a contribué à la formation de plus de 1500 diplômés d'État sur l'école des cadres à Lyon. C'était quand même quelque chose de formidable. Et puis un gars, on était toujours en attente de quelque chose. Il était passionnant. C'est lui qui me disait, je ne fais jamais même cours de judo, jamais. Et c'était toujours une découverte avec lui et un exceptionnel pédagogue et tout, avec ses petites lunettes là, qui ne payait pas de mine, mais dès qu'il était sur le tatami, c'est un artiste. C'est un artiste. Pas autant que Moreau. Moreau, c'était le super artiste. Il ne parlait pas beaucoup, il parlait avec son corps, et lui, c'était formidable. Lui, c'est un magicien du judo, lui. Voilà. Alors, moi, j'ai baigné là-dedans en étant jeune, et puis je les ai toujours suivis. Après, j'ai connu Jacques Lebert. Jacques Lebert aussi, c'est une autre dimension. Mais c'était formidable. Et c'est le dernier de mes sensei qui est en vie, Jacques Lebert. Hein. Tous les autres sont décédés. Alors, c'était mon parrain pour le 6e dan. Et je lui ai demandé d'être mon parrain aussi pour le 7e dan quand on pourra refaire cette remise qui devait avoir lieu pour la cérémonie des vœux, mais c'est repoussé au mois de mars. Ils auraient dû faire ça, je ne sais pas, pour le 14 juillet. Peut-être. Je te rappelle que tu es 8e dan. Pardon? Je te rappelle que tu es 8e dan, pas 7e dan. C'est fini, 7e. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, je me sens pas à la hauteur de ce grade encore. Bien sûr, je peux pas me comparer par rapport aux Japonais. Ce qui m'ont marqué dans ma vie. Le premier, c'était la ceinture jaune. Quand j'ai été ceinture jaune, j'ai dormi avec ma ceinture jaune. J'étais gamin. Hein. Et puis après, bien sûr, ça a été la ceinture noire. Mais la ceinture noire, à l'époque, c'était l'expertise. Quelqu'un qui était ceinture noire dans les années 60, c'est quelqu'un qui avait du bagage. Ce n'était pas un gamin de 15 ans qui savait juste deux techniques et puis qui apprenait le matin avant de le passer l'après-midi. Hein, et puis, avec un jury complaisant. Donc, quand j'ai été ceinture noire, je me suis rendu compte que j'avais franchi une étape et puis que il y avait encore beaucoup de choses à apprendre, bien sûr. Mais bon, les grades qui m'ont plu aussi, c'est le 5e dan. Je revenais du Japon, là, et puis j'ai marqué 5 pions sur 5 techniques différentes. Ça n'a pas traîné, j'étais heureux comme tout. Et puis ensuite, le 6e dan, je ne pensais pas l'avoir, ce 6e dan, et puis j'ai été major de promotion, et puis j'ai fait quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire.
je me suis bien fait plaisir. J'ai fait plaisir à mes sensei aussi, parce que j'avais travaillé beaucoup sur les balayages. C'était un honneur aussi par rapport à Moreau, qui était un grand spécialiste. Et puis, j'avais fait un gros travail au sol, surtout les sankaku jime, sankaku kansetsu waza, sankaku katame. Donc, j'avais élaboré tout un travail là-dessus et je vois que ça paye aussi un petit peu. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, eh ben, ce 6e dan, c'était un bon moment parce que là aussi, j'avais bien réussi ma prestation. Et on n'avait pas les résultats tout de suite à cette époque-là. Il fallait attendre, je ne sais pas, 1 ou 2 semaines. Et je me souviens de Georges Baudot qui était venu me voir. Il me dit, Guy Smiley, je ne peux rien vous dire, mais je suis très fier de vous. Donc, ça voulait tout dire. Voilà, ce Georges Baudot était extraordinaire. C'est un homme qui était plein d'humour et tout. Mais j'ai adoré, moi j'ai aimé cette ambiance. Raymond Moreau aussi, c'est un artiste. Tous ces gens-là qui m'ont fait découvrir tous ces grands champions japonais qui sont venus à Saint-Étienne, et la liste est longue. Hein, moi j'ai baigné dans le bonheur et je vais avoir, quel âge je vais avoir là? Je vais avoir, je ne sais plus, 75 ans. Je ne sais même plus mon âge, mais je n'ai pas vu passer ma vie grâce à toutes ces rencontres. Je me demande, quand je me retourne, bon, je suis retraité maintenant, hein, mais quand je me retourne, je me demande comment j'ai trouvé le temps de tout faire, parce que bon, je faisais de la compétition quand j'avais mon club, pour faire la différence par rapport à tous les clubs de Clermont-Ferrand, parce que sur Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme, il y avait 63 clubs. Le Puy-de-Dôme, c'est 63, il y a 63 clubs. Sur Clermont-Ferrand, il y en avait pas loin d'une trentaine. Et moi, j'étais le premier professionnel sur Clermont-Ferrand. Alors, la nuit, j'avais dessiné des affiches, j'étais dessinateur avant. La nuit, j'allais coller les affiches sur le mur de Clermont. Et pour faire la différence avec tous les clubs, j'offrais 4 cours par tranche d'âge et par semaine à tous mes élèves. En plus, je préparais au professorat, je faisais de la compétition, j'emmenais mes gars au footing. Je me demandais quel temps, je ne sais pas quel temps je trouvais pour faire tout ça. Et maintenant, je me noie dans un verre d'eau quand il faut aller faire quelque chose qui n'est pas prévu. Alors, je ne sais pas. Mais enfin, bon, ça a été une vie bien remplie et je ne l'ai pas vu passer ma vie. C'était que du bonheur jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai rencontré des gens tellement formidables, tellement formidables. Tous les stages de judo que j'ai pu faire, je les ai faits. Et puis, j'ai connu Jacques Lebert aussi. Ça a été merveilleux. C'était merveilleux. Excuse-moi, Guy, je t'interromps parce que ça y est, les gens se réveillent et il y a plein de gens qui veulent te poser des questions. Alors, Patrick, si tu veux bien, comme tu es déjà intervenu, je vais passer la main. Oui, je passe mon tour. Merci. Donc, Jacques, alors j'ai retenu juste avant, donc j'ai vu que Jen aussi voulait poser une question. Il y a Patrick Feuzet aussi qui a posé une question dans le chat. Donc, Jacques, si tu veux bien. On ne t'entend pas, Jacques. Ah, ça y est, j'ai branché le micro. Salut, Jacques. Bonsoir à tous et notamment à Mohamed que j'ai connu dans les colloques, on s'est souvent vu dans les colloques. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter tout l'exposé de Guy. Bon, mais je te connais bien, puisqu'on a eu le même parcours, nos parcours ont été à peu près calqués sur les mêmes lieux, dans les mêmes dates et tout. Et le stage de Clermont-Ferrand, je crois qu'on y était ensemble en 68. Avec M. Rabillou. Avec M. Rabillou, avec Jean-Claude Mondani et Georges Baudot. Et Georges Baudot, bien sûr. Hein. J'ai bien connu Georges Baudot et Moreau, moins que toi, malheureusement. J'aurais bien aimé les connaître un peu plus. J'ajouterais Bernard Midan. Tu en as connu d'autres. Oui, oui, mais Georges Baudot et Raymond Moreau, c'était quand même le top niveau en France, pour moi. Il y avait Pelletier, il y avait Urgois aussi, mais bon, c'était quand même. Puis il y avait Bernard Midan aussi, qu'il ne faut pas oublier. Ah, Bernard Midan, mais je le cite aussi, Bernard Midan. Oui, tu l'as cité au début, oui. Donc, je suis très heureux d'avoir entendu ton exposé. Et puis, comme on est à peu près calqué sur les mêmes périodes et sur les mêmes lieux et les mêmes profs, à part le Japon, je ne suis pas allé au même endroit que toi. Et voilà, ça m'a bien fait plaisir de t'écouter. Et je te félicite encore une fois pour ton 8e dan. Je crois qu'on avait passé le 6e ensemble. On l'a passé ensemble, oui. En 86. Oui. Le 7e aussi. 2007. Oui, je ne sais plus, je me rappelle. J'ai perdu la notion des dates, moi. On s'est suivi souvent. Oui. Voilà. En tout cas, je vous dis bonsoir à tous et merci de ton intervention. Merci. J'aurais préféré être meilleur, mais bon, on fait ce qu'on peut maintenant. Hein. On est un peu vieux maintenant. Merci. Jen, est-ce que tu veux prendre la parole?
Ah, vas-y. Oui, bonsoir Yves, bonsoir à tout le monde. Oui, merci Guy. J'ai eu la chance Bonsoir, Jen. j'ai eu la chance de te croiser un petit peu. Et c'était un grand plaisir. Et tu as cité une des raisons pour que tu t'impliques tellement dans le judo, c'est parce que par rapport à l'exemplarité des profs. Oui. Est-ce que tu penses que il y a encore des très bons profs justement pour qui les jeunes peuvent justement regarder et prendre exemple dessus? Est-ce qu'il y en a encore en France? Oui, il y a des gens passionnés. Il y a des gens passionnés. Il y aura toujours des bons professeurs. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je suis persuadé de ça. Il y a toujours des passionnés de judo et qui cherchent à bien faire les choses, comme dans tous les domaines. Hein. Dans la musique, c'est pareil. Hein. Moi, je compare souvent le judo à la musique. Hein. Pour bien jouer, il faut s'entraîner, pas faire de fausses notes. Non, mais il y a toujours des bons profs. Il y en aura toujours des professeurs, des pédagogues. Mais le judo a pris une tournure un peu différente parce qu'on est très axé sur la compétition maintenant. Et on a plus affaire à des entraîneurs qu'à des professeurs. C'est ce que je constate dans mon club. On a plus affaire à des entraîneurs qu'à des professeurs. On va sur les shiai maintenant, il y a pratiquement ça qui compte. Il y a des shiai pour les benjamins, alors que l'éducation, elle ne passe pas tout de suite par le shiai, c'est bien plus tard. Le shiai, c'est le moment de vérité, quand on a pu prendre tous les atouts pour être performant et se faire plaisir. Hein, si c'est pour rester sur 2 ou 3 techniques en ayant fait 3 heures de musculation par jour, et bon, je ne sais pas où est le plaisir, on va peut-être gagner des médailles, mais ça ne fera pas partie de l'éducation complète du judoka. Je pense que c'est très important de faire de la technique et que pour que cette technique soit bien diffusée, il faut que le professeur ait cette dimension et qu'il ait aussi cette faculté de concevoir que le judo, ce n'est pas que le shiai. Le shiai, c'est une page dans un chapitre, mais elle est bien vite tournée. Mais moi, j'ai commencé le judo, j'avais 13 ans. J'ai 75 ans maintenant. Et si je n'avais pas eu ce bonheur de l'enseignement et de donner aux autres, j'aurais arrêté le bonheur, quoi. Mais moi, tout m'a plu dans le judo. Toutes les différentes facettes sont riches dans le judo. Il y a le shiai, mais il y a l'apprentissage. Bon, j'ai eu un titre national en kata parce que le kata aussi, c'est la grammaire du judo. Ça m'a plu, tout ça. Et puis, on se rend compte que plus on apprend, plus il faut apprendre. Et puis, quand on commence à connaître un petit peu, on n'est plus capable de faire. Donc, parce qu'on est fatigué avec son corps et tout ça. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'on appelle la sagesse qu'on rencontre. Mais c'est vrai que c'est important de faire de la technique et d'être toujours attentif à l'enseignant, quoi, et à l'enseignement du judo. Parce que c'est tellement riche le judo, et puis c'est jamais fini. On n'a jamais fini le judo. J'en parlais justement il n'y a pas longtemps avec Jacques Lebert. C'est pareil, lui dit il faudrait qu'on ait plusieurs vies pour comprendre le judo. Alors quand lui dit ça, on est loin derrière. Hein. Je pense que la question de Jen regroupait celle de Patrick faisait. Donc je vais passer la parole à Jean-Pierre de France. Ah, on t'entend pas. Hop. Vas-y. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que tu entends? Oui, mais non, mais là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Pardon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Félicitations à Guy pour ce 8e dan et puis surtout pour ce beau parcours. Guy a parlé d'éducation et il a même dit à un moment que contribuer à l'éducation était le plus important pour lui dans le judo. Je ne me trompe pas. Oui. Et il dit aussi, il vient de le redire, que souvent la compétition est mise en avant, peut-être un peu trop tôt.
On a parlé aussi avec Jane Bridge de qu'est-ce qu'un bon prof. Et moi, je vois, enfin, j'entends des interventions d'Inoue ou de Keiji Suzuki à une époque qui nous font comprendre qu'ils sont des champions, mais ils ont compris qu'avant tout, c'était l'éducation, que le judo, ce qui retenait le plus, c'était l'éducation. Alors, qu'est-ce qui fait que chez nous, des champions, même pas forcément des champions, mais c'est pas ce qui est prioritaire, c'est pas ce qui vient en premier. C'est-à-dire que c'est souvent effectivement le résultat à la compétition qui est mis en avant, et on semble oublier tout ce que le judo peut apporter, même si la compétition, ça fait partie d'un moment de la vie, comme il l'a très bien souligné, Guy d'ailleurs. Mais voilà, ma question c'était ça. Alors qu'est-ce qu'un bon prof? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire prendre davantage conscience qu'à travers le judo, on veut éduquer un homme, quoi? Est-ce que les élèves en prennent conscience, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils en prennent davantage conscience? Voilà ma question. Un peu compliqué peut-être. Non, pas trop compliqué, mais moi je pense que le judo, c'est un moyen d'éducation. C'est un moyen d'éducation qui a plusieurs facettes, qui a plusieurs étages. Bon, lorsqu'on commence le judo, on commence par saluer, on commence par l'apprentissage de son corps à travers l'échauffement, à travers les étirements, à travers l'apprentissage des chutes aussi, pour favoriser la position du corps dans l'espace et pour se recevoir avec le moins de dégâts possible, à développer des bons réflexes, apprendre à travailler avec les autres, parce que tout seul, on ne peut rien faire, on a besoin des autres. Et puis, le judo est tellement riche, c'est jamais fini en judo. Et puis, bien sûr que la compétition a pris une dimension en France, parce qu'on en a fait... Bon, on a voulu le mettre à la télévision à toutes les sauces, et puis les gens ne voient le judo qu'à travers la compétition. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand on pense qu'il y a 80% de mômes qui pratiquent le judo, il faut le faire savoir. Ça c'est important. Il me semble que ce n'est pas mis assez en avant au niveau des médias. Hein. Bien sûr, il faut faire de l'audience avec les médailles ici et là, mais il n'y a pas que ça. Hein. Des champions olympiques, il y en a combien dans une discipline? Tout le monde n'est pas champion olympique, tout le monde n'est pas champion du monde. Mais si ces gens-là deviennent champions du monde et champions olympiques, c'est parce qu'il y a la masse derrière eux, c'est parce qu'il y a des éducateurs, parce qu'il y a des profs dignes de ce nom qui ont su leur donner ce qu'il fallait pour atteindre un certain niveau. Et puis après, il ne faut pas tout mélanger. Un entraîneur, ce n'est pas un prof. Un préparateur physique, ce n'est pas un prof de judo. Le prof de judo, il a différentes facettes. Il doit être capable de répondre à tout ce qui est demandé. Il doit avoir la connaissance dans bien des domaines. Et ce n'est pas qu'un entraîneur. Un prof, ce n'est pas qu'un entraîneur. C'est quelqu'un qui enseigne, qui donne, qui fait découvrir, qui apprend, qui apprend la vie aussi, parce que ça, c'est quand même important. Ce qui est important, c'est pas que la médaille, c'est la façon d'y arriver. Si on l'a pas, c'est pas grave. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Quand on n'a pas les médailles, on a quand même quelque chose qui permet de se dire, bon, ben, il faut que je me motive pour continuer, pour avoir cette médaille, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir pratiquer et de partager. Et c'est ça qui est riche, le partage. Est-ce que je réponds à ta question là? Je ne t'entends pas. Alors, juste parce que Pardon. Oui, ça répond un petit peu à ma question. Je suis perdu avec mon micro à chaque fois, je suis désolé. Quand je veux l'activer, j'ai un truc qui s'annule. Bon, enfin voilà. Oui, ça répond un petit peu à ma question, mais donc je voulais dire aussi, j'ai posé aussi la question, alors par rapport à Jane Bridge, qu'est-ce qu'un bon prof alors? Et si, par exemple, je pense encore, je disais avec les Japonais, j'ai cité Suzuki, Inoue, mais Maruyama, là, dernièrement, après son combat contre Abe, il met en avant tout ce côté éducatif, toute cette formation par le judo, alors qu'il aurait pu être très dépité et ne garder que l'aspect de la compétition et du résultat brut, quoi. On voit bien que c'est quelqu'un qui a été formé
bien plus que simplement la compétition, quoi. Et pourtant, pourtant il se donne à la compétition. Donc, bon, voilà, ma question, c'était un peu ça. Alors, j'ai peut-être une deuxième question. C'est, par exemple, quelle place, Guy, tu mettrais au monde d'eau? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas mettre des mots aussi sur la pratique? Je n'ai pas bien compris ce que tu m'as dit là. Je disais… Désolé, le son est… Oui. Ouais. Alors, je vais faire court. Juste la dernière question. Est-ce que… quelle place tu donnes au monde d'eau dans la pratique? Quelle importance tu lui accordes? Est-ce qu'il ne faut pas à un moment aussi mettre des mots sur la pratique? Est-ce qu'il ne faut pas simplement rester dans l'implicite de l'entraînement? Ou on peut aussi, par l'entraînement, certainement, comme tu l'as dit, l'exemple, l'endurance, la souffrance, ça nous fait découvrir des choses. Mais est-ce que le monde d'eau, quelle est sa place pour toi? Est-ce que tu lui accordes de l'importance? Oui, j'accorde de l'importance parce que c'est un moyen de communication, un moyen de faire passer des messages, un moyen de faire des analyses et de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Il y a toujours des problèmes qui se posent, mais il y a toujours des solutions aux problèmes. Hein, ou alors, c'est difficile. Mais oui, tu parlais de ce champion japonais, mais c'est vrai que la connaissance est importante pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir. Le type qui n'a qu'une technique et qui réussit à gagner des médailles avec ça, mais c'est très limité, même s'il est très fort dans sa technique. Avec un osotogari, par exemple, s'il ne sait faire que ça, bon, ça marchera qu'un moment. Mais quel plaisir il va avoir par la suite lorsqu'il fera plus de compétition? Il se rappellera que de osotogari. Alors que, je ne sais pas moi, c'est important d'avoir un bagage technique. Par la technique, lorsqu'on pratique les katas, par exemple, qui sont la grammaire du judo, on se rend compte que ce n'est jamais fini, il y a toujours quelque chose à perfectionner. Ça, c'est comme la musique aussi. Hein. Je compare souvent le judo à la musique. Rien n'est jamais fini. Et puis, si on arrête de jouer, on fait des canards. Et bien, en judo, c'est pareil. Si on arrête de s'entraîner, de travailler la technique, et bien, on passe à côté de quelque chose. Je pense que on parle de forme de corps en judo, je crois que c'est important, la forme de corps. La non-dispersion d'énergie pour être efficace sur une technique, c'est quelque chose de fondamental. Perfectionner le geste comme un sauteur à la perche, par exemple. Hein. Je pense que sur un seul mouvement, il va faire des milliers d'essais pour perfectionner sa technique et pouvoir la passer. Mais avant d'en arriver là, il a fait tout un tas de choses. Il n'a pas fait que ça. Et en judo, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il faut avoir des billes dans tous les domaines. Et puis, lorsqu'on est face à un adversaire qui ne veut pas tomber, il faut savoir trouver les solutions, savoir le faire réagir. Et moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le judo, quoi. Alors, bon, j'ai le mauvais rôle, hein, donc le temps passe. Je vais demander à Patrick et puis ensuite à Michel de prendre la parole. Et peut-être, Guy, tu pourras réagir aux interventions de Patrick et de Michel et donner le mot de conclusion. Patrick? Oui, je veux bien essayer. Alors, en fait, la question que je voulais poser, je crois, ressemble assez à celle de Jean-Pierre. En tout cas, c'est dans le même domaine, celui de la pédagogie et celui du rôle de l'enseignant. Si tu veux, en t'écoutant, j'avais quand même un peu de mal à ne pas me dire qu'il s'est peut-être perdu quelque chose depuis l'époque de Raymond Moreau et Georges Baudot, tu vois, pour ne citer que ces deux-là, mais qui étaient quand même les élèves d'un illustre professeur. On pourrait parler d'un maître que beaucoup connaissent, c'est Luc Levanier. Luc Levanier, exactement. Et alors donc, si tu veux, pour avoir été au contact de tous ces gens-là, avoir discuté avec eux, avoir lu leurs écrits, etc., je me rends compte du travail d'analyse, de recherche pédagogique, le travail didactique que ces gens ont fait dès les années 50. Et ça me donne le vertige, si tu veux, quand je vois où on en est. Je cherche désespérément des points d'appui actuellement pour essayer de me dire, mais où est cet équivalent en termes d'apport technique et pédagogique? Où sont ces gens qui ont passé leur vie à analyser, comme tu le dis si bien, l'activité pour essayer de mieux la comprendre
Et Ouais, enfin, trouver les différentes astuces, les outils, les différents chemins pour la transmettre le mieux possible. Alors, bon, nous ne sommes pas des Japonais, nous ne sommes pas des Russes non plus, nous avons notre culture, notre sociologie. La question, si tu veux, c'est un peu comme l'a posé Jean-Pierre juste avant moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer l'enseignement et essayer de le revivifier, de le densifier, de redonner au judo tout son attrait, toute sa densité. Alors, attends, Guy, si tu veux bien. On va faire aussi l'intervention de Michel et comme ça, tu pourras joindre les deux réponses. Je viens d'écouter Patrick et je vais prendre un point de vue contraire, absolument contraire à ce qui vient d'être dit, mais c'est amusant parce que c'est un débat. Moi, je ne suis pas du tout dans la nostalgie, mais alors absolument pas dans la nostalgie, et je trouve qu'on a tort d'opposer les époques. Pour avoir été en charge du colloque des Hauts-Gradés pendant plusieurs années, je peux certifier ici de la passion de beaucoup de gens. Il y a toujours des judokas enseignants qui sont aussi passionnés, parce que même si on peut citer effectivement Moreau, Baudot, Levanier ou d'autres, je veux dire, à part eux, qui c'est qu'il y avait à cette époque-là? Je veux dire, il ne faut pas penser non plus que le pourcentage de grands professeurs à l'époque était supérieur au pourcentage de grands professeurs aujourd'hui, parce qu'il y avait des professeurs qui étaient ceinture orange, ceinture verte, ceinture bleue, qui étaient mandatés pour aller faire des cours dans les petites villes, avec d'autres qui passaient à la caisse pour récolter les recettes systématiquement. Je veux dire, il ne faut pas oublier ça non plus. Il y avait ce système de franchise à l'époque qui faisait qu'il n'y avait pas que des grands professeurs qui étaient sur le tatami. Donc, pas de nostalgie par rapport à tout ça. On a aujourd'hui des gens qui sont excellents, qui sont brillants, mais c'est vrai que par rapport à la quantité, ces gens-là, on a des fois des difficultés à les rencontrer. Ça, je reconnais. Mais ma remarque, elle n'est pas dans ce sens-là. Ma remarque, elle est que même si on s'interroge sur l'évolution du judo, le judo, ce n'est pas une entité autonome. Le judo, c'est quelque chose qui fonctionne par rapport à une institution. Et si on peut critiquer effectivement, et j'étais le premier à le faire hein, quand on a fait ce mondo sur l'évolution des valeurs, etc., j'ai été le premier à dire que dans certaines régions, dans certaines ligues aujourd'hui, hein, il y a des ranking lists en minime et des ranking lists en benjamin. Et je suis content que Momo soit là parce que là, je vais l'interpeller et lui dire, mais moi, je n'ai pas pu, du temps de l'ancienne équipe, je n'ai pas pu convaincre de l'inutilité de faire des détections avec des très, très jeunes. J'espère que le groupe aujourd'hui, qui est dirigé par Stéphane et auquel tu appartiens, pourra réagir contre cette tendance forte de mettre des ranking lists en benjamin. Je crois que nous sommes tous responsables de cette évolution vers la compétition et cette perte de valeur que nous sommes nombreux à dénoncer, je crois qu'elle est de notre fait parce qu'on ne se bat pas suffisamment pour maintenir en place un système qui fait qu'on est là aujourd'hui. Bon, moi j'ai commencé, je pense, j'avais 7 ans, j'ai commencé un an après toi, Guy, hein, mais j'avais la chance aussi d'être dans un contexte familial extrêmement favorable. Et donc, je n'ai pas arrêté. Mais c'est vrai que cette évolution, elle est insufflée par des institutions, que ce soit des institutions nationales ou internationales. Alors, Guy, on te laisse la parole. Non, j'ai terminé. Merci. Oui. Oui, Guy. Est-ce que tu veux réagir aux deux interventions Bon, Patrick dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, bon, c'est une grande question, ce qu'on peut faire. C'est déjà peut-être au niveau des tout petits, attendre que leur apprentissage ait fait un bon effet pour atteindre un niveau de plaisir
dans le chia, mais il faut faire des choses à thème pour eux. Il ne faut pas faire du chia, il ne faut pas faire de la compétition, mais des exercices, des exercices techniques, des choses à thème pour continuer de les intéresser, parce que les faire jouer au ballon sur le tapis, tout le monde peut le faire, mais les faire jouer au judo, ça ne s'invente pas, ça. Hein. Il faut avoir une certaine connaissance, une certaine faculté, une certaine pédagogie aussi, et je pense qu'on peut leur donner du plaisir. Quand on va faire les petits japonais réaliser des techniques, faire des uchikomi, où on voit qu'il n'y a pas de dispersion d'énergie dans les gestes, tout ça, on doit être capable de faire ça à nos mômes aussi. Il n'y a pas de raison. Donc, peut-être que nos petits n'ont pas la même faculté d'observation que les petits japonais, parce que pour apprendre à lire en japonais, il faut connaître un paquet de kanji. C'est pas comme en France, hein, même plus tard, ils ne savent plus lire. Mais non, mais c'est vrai. Je pense que pour l'éducation du judo, il faut partir sur des bases qui permettent de bien appréhender les gestes, de développer l'intelligence physique des uns et des autres, et puis qu'ils se fassent plaisir en faisant du judo. On peut jouer au judo, même tout petit, on peut jouer au judo. Le judo est tellement riche, il a tellement de facettes que l'on peut exploiter. Hein. Voilà, et puis, bien sûr, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Oui, c'est vrai que tout a évolué. Tout a évolué. La compétition a fait évoluer les choses dans une certaine direction. Est-ce qu'on peut parler d'évolution ? Non. Je ne pense pas que tout axé sur la compétition pour la performance, pour la médaille, ce soit une bonne chose pour l'ensemble des gens qui pratiquent. Hein. Je sais qu'ils représentent une discipline, mais ils ne représentent plus un effectif. Donc, on est sur la médaille, on est un peu aussi sur l'argent que ça représente. L'athlète de haut niveau, c'est un produit financier maintenant, qui est bien vite oublié quand il n'a plus la performance. Et ça, c'est regrettable. C'est regrettable. Donc, moi, je pense que il faut revoir un petit peu tout ça et puis se dire que si le champion est le champion, c'est parce qu'il y a tous les autres, il y a toute la masse derrière, et cette masse, il faut la mettre en lumière le plus souvent possible, parce que tout seul, on ne peut rien faire, c'est avec les autres, hein, et on en revient toujours à la même chose. Donc, bien sûr que la compétition, avec les enjeux financiers qu'elle représente sur tous les championnats, quelle que soit la discipline d'ailleurs, hein, quand on voit les sommes qui sont investies pour les Jeux olympiques, pour l'organisation, pour tout, c'est du vertige en barre, hein, tout ça. Hein. C'est du vertige en barre. Donc, et puis il y a beaucoup de déchets hein, à travers ces champions qui pensent être sélectionnés et puis qui n'arrivent pas au bout de la performance pour représenter leur pays dans telle ou telle discipline. Donc après, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut remettre cet outil de l'éducation à travers toutes les facettes du judo. Je pense que c'est important, ça. Et c'est une belle conclusion Voilà. pour notre Mondo de ce soir. Mais on t'écouterait des heures, hein. Donc on espère qu'on aura à nouveau l'occasion de t'avoir avec nous. Un grand merci, Guy. C'est moi qui vous remercie infiniment. Un grand merci à tous les présents. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour entendre Jean-Pierre Millon qui va nous parler de quand le judo chinois s'éveillera.